Il y avait une pile de fiches médicales sur la table, une surface de 70 centimètres à peine, coincée contre le mur du couloir, entre la porte d'entrée et le début de la cuisine. Claire Bernard avait pris l'habitude de travailler là, debout, parce que l'unique chaise de l'appartement était toujours occupée par le sac de sa mère ou par Gaston, le charroux, sans race définie, qui avait élu domicile dans son studio de 38 mètres carrés à Montreuil, comme s'il en avait toujours été le propriétaire légitime. Le couloir était froid ce soir-là. Novembre s'était installé sur la banlieue est de Paris avec la brutalité tranquille des saisons qui ne préviennent pas. Claire portait son pull à col roulé bordeaux, celui qui avait un accroc au coude gauche qu'elle n'avait jamais trouvé le temps de repriser, et ses doigts se déplaçaient d'une fiche à l'autre avec la précision mécanique de quelqu'un qui effectuait ce geste depuis 10 ans, 10 ans à s'occuper des corps des autres, 10 ans à apprendre la patience par obligation, puis par vocation, puis par quelque chose de plus difficile à nommer, une forme d'amour qui ne demandait rien en retour et qui, certains soirs, l'épuisait jusqu'à l'os. Son téléphone sonna à 22h17, un numéro qu'elle ne reconnut pas, préfixe de Paris. Elle hésita, puis décrocha parce qu'elle avait appris, dans ce métier, que les appels tardifs méritaient toujours d'être pris. La femme de l'autre côté s'appelait Madame Renard. Elle représentait une agence spécialisée dans le soin aux particuliers, une structure haut de gamme, discret, qui ne travaillait pas avec les cliniques publiques, mais avec une clientèle privée que Claire ne fréquentait habituellement pas. La proposition était simple dans sa formulation, étrange dans ses contours. Un homme de 42 ans, accident de voiture 15 mois plus tôt, cécité totale, domicile dans le 7e arrondissement, 6 jours par semaine, 8 heures par jour. Claire allait demander le salaire pour compléter l'équation quand Madame Renard dit le chiffre 4 300 € par mois. Claire posa une fiche médicale, puis une autre. Puis elle appuya doucement ses 2 mains à plat sur la table. Elle gagnait 1 750 € à la clinique de réhabilitation de Bagnolet. Elle payait 980 € de loyer. Il restait ensuite les courses, les médicaments de sa mère. Yvette, 63 ans, hypertension sévère, une silhouette qui semblait avoir rapetissé depuis la mort du père. Les factures, les petits travaux extras du week-end qui ne couvraient jamais assez. Le chiffre de 4 300 € n'était pas un salaire, c'était une possibilité de respiration. « Je commence quand ?» demanda Claire. Madame Renard semblait satisfaite de la rapidité. « Lundi prochain, 7h30. Je vous enverrai l'adresse exacte et le dossier médical ce soir. » Le dossier arriva 40 minutes plus tard par email. Claire le lut debout dans le couloir, ses fiches médicales repoussées sur le côté pour faire de la place à son téléphone. Le patient s'appelait Antoine Delcourt, 42 ans. Accident de la route en août de l'année précédente, cécité bilatérale diagnostiquée, absence de troubles cognitifs, mobilité physique préservée mais dépendance aux soins quotidiens. Il vivait seul. Il avait eu une aide-soignante précédente que le dossier mentionnait comme ayant quitté le poste pour raisons personnelles. Formulation administrative qui ne disait rien et qui, pour cette raison même, disait beaucoup. Claire observa la photo jointe au dossier. Antoine Delcourt y apparaissait en costume sombre, dans ce qui ressemblait à une salle de conférence, une photo professionnelle d'avant l'accident, sans doute la seule que l'agence avait pu récupérer. Il avait des traits réguliers, une mâchoire marquée, l'air de quelqu'un qui avait l'habitude d'occuper l'espace d'une pièce sans effort particulier. Ses yeux regardaient l'objectif avec une attention qui, sur la photo, semblait presque défier. Elle referma le fichier. Ce qu'avait été cet homme avant n'était pas ce qui importait. Ce qui importait, c'était ce qu'il était maintenant, quelqu'un qui avait besoin d'aide pour traverser ses propres journées. Claire éteignit la lumière du couloir et alla coucher sa mère, qui s'était endormie sur le canapé devant une émission de jardinage qu'elle ne regardait plus vraiment. Elle borda la couverture jusqu'au menton d'Yvette, avec les gestes lents et précis de quelqu'un qui avait fait ça des milliers de fois, embrassa son front, puis s'assit dans le noir de la cuisine et but un verre d'eau froide en pensant à lundi. Le lundi arriva avec un ciel gris perle sur Paris.
ce genre de gris doux qui précède parfois le soleil et parfois rien du tout. Claire prit le RER A depuis Vincennes jusqu'à Invalides, puis marcha 12 minutes à travers le 7e arrondissement, ses bottes résonnant sur les pavés de la rue de Grenelle. Elle portait son manteau marine, le sac fourre-tout en toile avec le frango aux lentilles qu'elle avait préparé la veille, et ce sentiment particulier qu'elle connaissait bien, celui d'entrer dans la vie de quelqu'un sans savoir encore quelle forme cette vie avait prise. L'immeuble était haussmannien, façade de pierre claire, digicode en cuivre patiné, gardienne derrière une vitre dépolie qui lui demanda son nom avec une courtoisie formelle. L'ascenseur était silencieux. Le couloir du 7e étage sentait le bois ciré et quelque chose de légèrement floral, peut-être un diffuseur, peut-être simplement l'air retenu des appartements bien entretenus. Claire sonna à la porte du 7B. Il y eut un long silence. Puis des pas, mesurés, lents, trop lents pour quelqu'un qui connaissait bien l'espace, pensa-t-elle aussitôt, ou peut-être simplement prudent. La porte s'ouvrit. Antoine Delcourt était plus grand que la photo ne le laissait supposer. 1,82 m peut-être, épaules larges sous un pull en cachemire gris, pieds nus sur le parquet. Il tenait la poignée de la porte de la main droite et son visage était orienté légèrement vers le haut et sur la gauche, comme les personnes aveugles orientent souvent le regard vers une source de son. Son expression n'était ni accueillante ni froide. Elle était neutre avec une précision qui avait l'air d'avoir été travaillée. « Vous êtes Madame Bernard », dit-il. « Pas une question. »« Claire », dit-elle. « Juste Claire. » Il s'écarta pour la laisser entrer. L'appartement s'étendait devant elle. 180 mètres carrés de plancher en chêne clair, de bibliothèque sombre, de grandes fenêtres donnant sur les toits du 7e, et, au loin, la silhouette en dentelle de fer de la tour Eiffel, pâle dans la lumière de novembre. C'était beau d'une façon qui serrait légèrement la gorge, pas parce que c'était luxueux, mais parce que c'était vide. Pas de désordre, pas de vie en surface. Comme un appartement de catalogue dans lequel quelqu'un aurait oublié de s'installer vraiment. « Je peux vous faire visiter ou vous préférez explorer vous-même » dit Antoine, debout près de l'entrée. « Je préfère que vous me guidiez » dit Claire, posant son sac sur le meuble de l'entrée. « C'est chez vous, vous connaissez les endroits importants. » Quelque chose traversa brièvement son visage, trop vite pour qu'elle puisse le nommer. Puis il tendit la main, paume vers le haut, dans un geste qui attendait qu'elle le prenne pour le conduire. Claire posa 2 doigts sur son avant-bras, comme elle le faisait toujours, et ils se mirent en mouvement. Il lui montra la cuisine. Grande, équipée, les épices rangées dans un ordre qu'il décrivit avec une précision qui surprit Claire. Le sel à droite du plan de travail, le poivre à côté, le romarin dans le 3e tiroir en partant du bas. Le salon avec son canapé en cuir gris et ses 2 fauteuils tournés vers la fenêtre. La bibliothèque que quelqu'un, une aide précédente peut-être, avait organisée par auteur et non par auteur, ce qu'il mentionna sans commentaire, mais avec une légère tension dans la voix. La chambre, courte visite, juste pour qu'elle sache où était la salle de bain attenante. Le bureau fermé qu'il passa devant sans s'arrêter. « Je travaille encore un peu », dit-il, comme pour anticiper une question qu'elle n'avait pas posée. Par téléphone, avec une assistante qui me lit ce qui doit l'être. « C'est bien, » dit Claire, et elle le pensait. Il y eut un silence. Ils étaient revenus dans le salon. Claire ouvrit son sac fourre-tout et en sortit la boîte en métal qu'elle avait préparée. « J'ai apporté à déjeuner pour nous 2, » dit-elle. « Frango aux lentilles et légumes rôtis. Je ne sais pas encore ce que vous aimez, donc on commence par ce qui nourrit bien. La protéine est essentielle pour quelqu'un dont la mobilité est réduite. » Antoine ne répondit pas immédiatement. Elle ne le regardait pas. Elle ouvrait la boîte, cherchait des yeux la cuisine. Quand elle leva les yeux, il était tourné dans sa direction, et cette fois, l'expression neutre avait cédé quelques millimètres à quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la surprise, ou peut-être à quelque chose de plus ancien, de plus profond, qu'il n'avait pas l'habitude de laisser apparaître. « D'accord » dit-il simplement. Les premières semaines furent professionnelles dans le bon sens du terme, c'est-à-dire rigoureuses et tranquilles. Claire établit une routine avec la logique d'une femme habituée à organiser les journées autour des besoins des autres.
Elle arrivait à 7h30 précise, préparait le petit déjeuner pendant qu'Antoine se levait seul. Il tenait à ça, elle l'avait compris dès le deuxième jour sans qu'il le dise, puis ils traversaient la matinée ensemble. Exercice de mobilité, lecture si Antoine le demandait, promenade quand le temps le permettait dans les rues du 7e ou le long de la Seine. Elle ne le surprotégeait pas. Elle ne le devançait pas non plus. Elle apprit très vite la différence entre une aide qui sécurise et une aide qui infantilise, et choisit constamment la première. Antoine, de son côté, était un patient inhabituel. Il ne se plaignait jamais. Il répondait aux questions qu'on lui posait lui-même peu de questions sur elle, mais écoutait avec une attention que Claire remarqua sans savoir encore quoi en faire. Quand elle parlait de sa mère, il ne changeait pas de sujet. Quand elle décrivait le ciel depuis la fenêtre, ce qu'elle avait commencé à faire naturellement comme une évidence parce qu'il ne pouvait pas le voir, il restait silencieux d'une façon qui ne ressemblait pas à l'indifférence. Pela primera vez en des années de soins, Claire avait le sentiment que quelqu'un de son côté recevait vraiment ce qu'elle disait. Non pas pour le remercier d'un soin, non pas par obligation, simplement parce qu'il était là. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'Antoine Delcourt la regardait. Pas métaphoriquement, pas en imagination. Il la regardait avec ses deux yeux qui voyaient parfaitement depuis le mois de janvier, depuis une intervention discrète réalisée par un chirurgien suisse dans une clinique de Zurich que personne dans son entourage ne connaissait. Il avait récupéré la vue progressivement, puis complètement, et avait choisi de ne rien dire. D'abord par un mélange de stupeur et de lâcheté, il n'avait pas trouvé le bon moment, puis le bon moment était passé, puis trop de temps s'était écoulé pour que la vérité puisse encore être dite simplement. Ensuite, parce qu'il avait commencé à voir quelque chose qu'il n'avait jamais vu de sa vie, non pas grâce à la chirurgie, mais grâce à elle. Il avait passé 42 ans dans un monde où sa présence transformait les comportements, où les gens se redressaient quand il entrait, ajustaient leur langage, souriaient différemment, retenaient certains mots et en choisissaient d'autres. Il avait fondé Delcourt Capital à 34 ans avec une netteté d'intention qui avait impressionné des gens difficiles à impressionner. Il gérait 310 millions d'euros. Il avait eu des collaborateurs, des partenaires, des femmes, des amis qui l'aimaient surtout quand il gagnait. Il n'avait jamais su, de sa vie entière, comment quelqu'un l'aurait traité s'il n'avait pas été Antoine Delcourt de la Défense, mais simplement Antoine, un homme de 42 ans assis dans un appartement incapable de voir. Et là, il le savait, parce que Claire Bernard lui apportait ses lentilles dans une boîte en métal abîmée, lui décrivait les nuages avec la précision de quelqu'un qui croit que les mots peuvent remplacer la lumière, et ne lui demandait rien d'autre que d'être là. Les mois passèrent avec la régularité douce des choses, qui s'installent sans qu'on leur en ait donné la permission. Décembre arriva sur Paris dans un froissement de lumières et de vent froid, les guirlandes du boulevard Saint-Germain se reflétant sur le parquet ciré du salon quand le soir tombait tôt, et Claire prit l'habitude de décrire ça aussi. Les lumières, les couleurs, la façon dont la nuit changeait la rue en quelque chose de presque irréel. Antoine l'écoutait depuis le canapé gris, les mains posées sur les genoux, le visage légèrement incliné vers elle. Elle ne savait pas encore que ses yeux étaient ouverts et qu'il la regardait. Il avait appris à simuler la cécité avec une précision qui lui avait d'abord fait honte, puis qu'il avait cessé d'analyser parce que s'arrêter à l'analyser aurait exigé de prendre une décision qu'il repoussait chaque matin. Il gardait les yeux dans un flou volontaire quand elle était en mouvement, pas complètement fermés, ce qui aurait été trop évident, mais orientés légèrement à côté, vers le haut, vers un point fixe qui ne correspondait à rien. Il avait appris à tendre la main sans regarder l'objet, à hésiter aux portes avec une fraction de seconde calculée, à chercher le bord d'une table du bout des doigts alors qu'il le voyait parfaitement. C'était une performance permanente, épuisante, d'une façon différente de tout ce qu'il avait connu, et il savait depuis longtemps que ça ne pouvait pas durer. Mais chaque jour il se levait et remettait le masque,
parce que chaque jour, Claire arrivait à 7h30 et que la vie prenait une densité qu'il ne connaissait plus. En janvier, elle apporta Gaston. C'était un matin de grand froid, le genre de froid parisien qui s'infiltre entre les pierres et ne lâche pas avant midi. Elle sonna à 7h28, 2 minutes en avance, ce qui ne lui ressemblait pas. Et quand Antoine ouvrit la porte, il entendit quelque chose qu'il ne reconnut pas immédiatement. Un froissement, puis un son grave et régulier, presque mécanique dans sa régularité. « J'ai amené quelqu'un », dit Claire. Sa voix avait cette légèreté particulière qu'elle prenait quand elle avait décidé quelque chose et ne comptait pas vraiment négocier. « Il s'appelle Gaston, c'est un chat. Roux, environ 2 ans, trouvé derrière la clinique de Bagnolet il y a 3 semaines. » Antoine inclina la tête dans la direction du son. « Vous avez apporté un chat dans mon appartement. » La présence animale a des effets documentés sur la récupération neurologique et l'état psychologique des patients en situation de dépendance sensorielle, dit Claire avec la fluidité de quelqu'un qui avait préparé sa phrase. Il est propre, vacciné, castré. Il ne fera pas de dégâts. Il y eut un silence. « Il dort où ?» demanda Antoine. « Sur vous, probablement, » dit Claire. « Les chats choisissent. On n'a pas vraiment notre mot à dire. » Antoine s'écarta de la porte. Elle entra avec la boîte de transport en plastique bleu qu'elle posa au centre du salon et ouvrit doucement. Gaston en sortit avec la lenteur royale propre à son espèce, renifla le parquet, fit le tour du canapé, puis sauta d'un bond sur les cuisses d'Antoine qui s'était assis. Antoine posa une main sur le dos du chat, avec précaution, comme quelqu'un qui n'avait pas touché un animal depuis très longtemps. Et Gaston se mit à ronronner avec l'intensité d'un moteur qui s'emballe. Claire observa la scène depuis la cuisine où elle préparait le café. La main d'Antoine sur le dos du chat avait quelque chose d'infiniment attentionné. Elle se rappela que dans le dossier médical, à la rubrique « Situation familiale », il était noté « seul ». Pas divorcé, pas veuf, simplement seul, comme si c'était une catégorie. Gaston resta. Personne n'en reparla. Février apporta la neige, rare à Paris, et Claire arriva un matin avec les joues roses et les bottes mouillées, en racontant que le RER avait eu 20 minutes de retard, et que les quais étaient couverts d'une fine couche blanche que personne n'avait encore piétinée quand elle était arrivée à Invalides. Ça ressemblait à une nappe, dit-elle en ôtant son manteau, une nappe blanche sur les toits, sur les grilles, sur les bords des fontaines, comme si Paris avait voulu se couvrir pour dormir encore un peu. Elle ne disait pas ces choses pour lui, enfin, si pour lui, mais sans la conscience de le faire. C'était devenu naturel, d'écrire, comme on parle à quelqu'un qui vous écoute vraiment. Antoine était assis au bureau et il l'écoutait effectivement. Sa main tenait un stylo qu'il ne bougeait pas. Parfois, pendant qu'elle décrivait, il fermait les yeux, non pas pour feindre la cécité, mais pour mieux entendre, parce qu'il avait découvert qu'écouter Claire décrire le monde lui donnait l'impression d'un monde différent du sien, plus attentif à lui-même, plus habité. Ce matin-là, elle lui lut le journal pendant 1h30. Il y avait un article sur les réformes des aides sociales aux travailleurs du soin, aides-soignantes, auxiliaires de vie, infirmières à domicile, et Claire s'arrêta 2 fois en lisant, sans commenter, mais avec cette imperceptible modification du souffle qui précède quelque chose qu'on retient. Antoine nota les 2 pauses. Il ne dit rien. Il attendait de comprendre ce qu'elle retenait, parce qu'il avait appris que Claire ne parlait pas de ce qui lui coûtait vraiment, pas directement, mais que les choses trouvaient toujours un chemin de sortie par d'autres voies. 3 jours plus tard, elle apporta un livre, une biographie de Mandela, édition de poche, couverture un peu abîmée. « Je l'ai lu 2 fois, dit-elle en la posant sur la table basse. La 2e fois beaucoup plus lentement. Je pense que c'est un livre qui mérite d'être entendu à voix haute. » Elle n'attendit pas qu'il réponde. Elle ouvrit à la première page. Ce fut en mars, pendant une après-midi où la pluie tombait si fort que les fenêtres tremblaient légèrement dans leur cadre, qu'elle lut pendant 3 heures d'affilée. L'appartement était dans une semi-pénombre douce, la lampe du coin allumée.
Gaston endormi en boule, au pied du fauteuil. La voix de Claire avait ce rythme particulier de la lecture à voix haute qu'on fait vraiment. Pas pour accomplir une tâche, mais pour transmettre quelque chose. Elle modulait les passages difficiles, ralentissait sur les phrases qui portaient un poids, marquait les virgules comme des respirations nécessaires. Antoine ne la regardait pas de façon continue. Même seul avec elle, il maintenait la vigilance du mensonge, les yeux dans cette direction légèrement décalée, qui était devenue un réflexe. Mais parfois, pendant les passages qui l'absorbaient le plus, il tournait les yeux vers elle sans y penser, et il voyait son visage dans la lumière de la lampe. Le front légèrement plissé de concentration, les lèvres qui formaient les mots avec soin, la façon dont une mèche s'échappait de son chignon et qu'elle ne remettait pas en place parce que ses deux mains tenaient le livre. Il mémorisa ces images avec une précision qu'il ne cherchait pas à justifier. Elles s'inscrivaient simplement, comme des réponses à des questions qu'il n'avait pas su poser pendant 42 ans. Non, era simplement de la beauté, c'était de la présence. C'était quelqu'un qui était entièrement là, dans cet appartement, dans cette lumière, dans ces mots, sans autre intention que d'être là. Il percevait que quelque chose s'était transformé en lui depuis des semaines. Pas brusquement, pas avec le fracas des révélations dramatiques, mais avec la lenteur tranquille des choses qui deviennent vraies progressivement. Il avait commencé à dormir différemment. Non pas mieux au sens médical, mais avec moins de cette vigilance tendue qui lui avait tenu compagnie depuis des années, ce demi-sommeil de quelqu'un qui attend que quelque chose tourne mal. Il mangeait les repas qu'elle apportait avec une attention au goût qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Il se surprenait, pendant les heures où elle n'était pas là, à espérer le lendemain matin, non pas pour les raisons habituelles, les appels, les décisions, la mécanique du pouvoir économique, mais pour le bruit de la clé dans la serrure à 7h30 et le son de ses bottes sur le parquet. Il savait ce que ça signifiait. Il refusait encore d'appeler ça par son nom. Juin arriva avec une chaleur précoce qui fit ouvrir toutes les fenêtres du 7e arrondissement. Et envoya les Parisiens dans les parcs avec la dévotion soudaine des gens qui ont survécu à un long hiver. Claire arrivait parfois avec les cheveux légèrement humides, elle marchait depuis Solferino sans chapeau, même quand il bruinait. Et le premier matin de vraie chaleur, elle ouvrit la fenêtre du salon en grand et dit « Il y a une odeur de tilleul qui vient du jardin d'en bas. Vous sentez ?» Antoine inspira. Il sentait. Et le ciel est cet orange très doux du matin, pas encore blanc, pas encore bleu, quelque chose entre les deux qui n'a pas vraiment de nom. Mais ce matin de juin, un mardi, vers 8h, le soleil déjà haut, elle arriva avec les yeux rouges. Antoine le sut avant qu'elle dise quoi que ce soit, pas parce qu'il était perspicace au sens particulier du terme, mais parce qu'il l'avait regardée arriver chaque matin depuis 7 mois et qu'il connaissait maintenant la façon dont son corps portait les choses. Épaules hautes quand elle était inquiète, pas plus lent quand elle était fatiguée, voix légèrement plus basse quand quelque chose pesait. Ce matin, ses épaules étaient basses d'une façon différente, pas l'affaissement de la fatigue, mais celui du chagrin qui a passé la nuit. Elle posa son sac. Elle ne dit rien. Elle alla droit à la cuisine et commença à faire chauffer de l'eau. Antoine attendit un moment, puis dit doucement « Aujourd'hui, on ne fait rien. Vous pouvez juste être là. » Elle s'arrêta. Il entendit qu'elle s'arrêtait, le geste interrompu, le silence soudain qui remplaçait le bruit de l'eau. Quelques minutes plus tard, elle s'assit sur le canapé gris à côté de lui. Pas tout à fait à côté, un espace d'une 30aine de centimètres, la distance professionnelle maintenue par habitude ou par pudeur. Et elle pleura, en silence, presque. Les sanglots retenus de quelqu'un qui ne veut pas déranger, qui a appris à pleurer de façon à ne pas prendre de place. Ses épaules bougeaient légèrement. Sa main était posée sur le coussin entre eux. Antoine resta immobile. Il regarda la main de Claire sur le coussin, les ongles courts, une égratignure récente sur l'index, les jointures légèrement rougies par l'eau froide des matins d'hiver qui avaient laissé une trace même après le printemps.
Il ne prit pas cette main, il ne fit aucun geste. Il était là, simplement là, et portait avec elle le silence de 20 minutes de larmes retenues, sachant ce que ça lui coûtait de ne pas demander, de ne pas expliquer, de ne pas proposer de solution. Il ressentait le poids de ce qu'il ne pouvait pas dire, qu'il la voyait, que depuis des mois il voyait chaque expression de son visage, chaque ajustement de sa posture, chaque moment de lumière et chaque moment d'ombre. Et ce poids était plus lourd que tout ce qu'il avait jamais porté dans une salle de conseil d'administration. Yvette, comprit-il plus tard, sans qu'elle l'ait jamais dit explicitement. Sa mère avait eu une crise la nuit précédente. Claire avait passé la nuit aux urgences de l'hôpital Lariboisière et était venue travailler directement de là, parce que c'était ça, être Claire Bernard. Ne pas annuler, ne pas reporter, ne pas faire peser les propres crises sur les obligations prises envers les autres. De la primera vez, depuis très longtemps, Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait pas de mots précis pour nommer. Pas de l'admiration, c'était trop froid pour ce qu'il percevait. Pas de la pitié, elle aurait détesté ça, et il le savait. Quelque chose entre le respect et la douleur, entre voir quelqu'un et ne pas pouvoir le dire. Entre vouloir protéger et comprendre que cette femme n'avait pas besoin d'être protégée, mais simplement d'être vue. Il fixait le mur devant lui, les yeux dans ce flou calculé du mensonge, et n'avait jamais autant détesté ce qu'il avait fait. Août arriva avec cette langueur particulière que Paris prend quand la moitié de la ville part en vacances, et que l'autre moitié occupe les terrasses vides avec une satisfaction tranquille. Les rues du 7e étaient plus calmes. Les bruits de la rue remontaient différemment jusqu'aux fenêtres ouvertes. Moins de moteurs, plus de voix, le son d'un vélo sur les pavés, une radio quelque part dans un appartement du dessus. Claire arriva ce matin-là avec un sac plus lourd que d'habitude, ce que Antoine perçut au son du tissu contre le parquet de l'entrée. « J'ai cuisiné pour 2 ce soir », dit-elle depuis le couloir. « Je veux dire, hier soir, il en reste beaucoup. Ce serait dommage de gaspiller. » C'était la première fois qu'elle formulait les choses ainsi, pas comme un soin, pas comme une partie du contrat, mais comme une évidence partagée, le genre d'évidence qui n'existe qu'entre des personnes qui ont commencé à se connaître pour de vrai. Antoine était assis à la table de la salle à manger, les mains autour d'un café. « Qu'est-ce que vous avez cuisiné ?» Lentilles vertes, riz, poulet effiloché avec un peu de thym et de laurier. Une pause. C'est la recette de ma mère. Enfin, c'est ce qu'elle cuisinait quand on n'avait pas grand-chose d'autre, mais qu'elle voulait quand même que ce soit bon. Il y eut un silence dans lequel quelque chose passa, quelque chose de doux et d'un peu grave à la fois, comme une note tenue trop longtemps. « Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ce genre de choses, » dit Antoine. Sa voix était posée, sans nostalgie appuyée, mais avec cette qualité particulière des phrases qui contiennent plus qu'elles ne montrent. Mes parents habitaient Tours. Ma mère cuisinait des lentilles le dimanche soir dans une cocotte en fond orange qu'elle avait depuis avant ma naissance. Claire s'arrêta dans le geste de poser le sac. « Vous n'y retournez plus ? Ma mère est morte il y a 6 ans. Mon père 2 ans avant elle. Il dit ça simplement, sans chercher à protéger l'information ni à en faire davantage. La cocotte orange est probablement encore quelque part dans la maison. Je ne suis pas retourné depuis l'enterrement. » Claire ne dit pas qu'elle était désolée. Elle avait appris, dans 10 ans de soins, que les condoléances prononcées longtemps après les faits sonnaient souvent creux, comme un formulaire rempli en retard. Elle dit plutôt « Alors, vous mangerez aujourd'hui ». Elle réchauffa la casserole dans la cuisine pendant qu'Antoine restait à la table, et il l'écouta faire, le bruit du couvercle, le son de la cuillère contre le métal, le sifflement doux du gaz. Il observa par-dessus son épaule, avec la liberté prudente de ceux qui regardent quand l'autre a le dos tourné, et vit qu'elle goûtait avec une petite cuillère, ajustait le sel, goûtait encore avec la concentration de quelqu'un pour qui cuisiner n'était pas une obligation, mais une façon de prendre soin. Ils mangèrent à la même table. C'était la première fois depuis le début. Jusqu'ici, elle mangeait debout dans la cuisine,
ou parfois assise sur le rebord de la fenêtre avec sa propre boîte, maintenant la distance professionnelle avec cette discrétion naturelle des gens qui savent se tenir à leur place. Ce jour-là, elle avait simplement posé 2 assiettes sur la table sans demander, et Antoine avait compris que quelque chose venait de changer légèrement de forme. Les lentilles avaient le goût de quelque chose de vrai, pas sophistiqué, pas conçu pour impressionner, simplement le goût d'une chose faite avec soin et intention, d'un repas qui avait une origine et une histoire. Antoine mangea lentement, avec une calme qu'il n'avait pas à feindre. C'était une gratitude absolue, de celles qui n'ont pas besoin d'être exprimées pour exister. « C'est bon, dit-il. « C'est simple, dit-elle. « C'est la même chose, dit-il. » Elle le regarda, brièvement du coin de l'œil, pas assez longtemps pour que ça devienne autre chose qu'une observation. Puis elle reprit sa fourchette. Gaston sauta sur la chaise libre entre eux et posa le menton sur le bord de la table avec l'air d'un convive qui attendait son tour. Claire lui tendit un petit morceau de poulet du bout des doigts. « Il ne faut pas, » dit Antoine sans conviction. « Il va réclamer à chaque repas maintenant. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une légèreté discrète, presque de la tendresse, que Claire nota sans savoir encore quoi en faire. Non era simplement une conversation agréable. C'étaient 2 personnes qui, pour quelques minutes, n'avaient plus de rôle à signer, ni soignante, ni patient, ni salarié, ni employeur, mais simplement 2 personnes qui mangeaient des lentilles dans un appartement de Paris un matin d'août, avec un chat roux entre elles. Antoine percevait la fragilité de ce moment, avec une acuité qui lui serra la gorge. Il savait que ce qu'il vivait était construit sur un mensonge. Il savait que chaque jour supplémentaire ajoutait du poids à quelque chose qui finirait par céder. Il savait tout ça. Et il continua de manger en silence, parce qu'il n'avait pas encore trouvé le courage que la situation exigeait, et parce que la lumière d'août entrait par la fenêtre ouverte, et que le riz avait le goût du dimanche soir à Tours, et que Claire était là, de l'autre côté de la table, réelle et présente, d'une façon qu'il n'avait pas connue depuis des années peut-être, depuis toujours peut-être. Septembre ramena Paris à son rythme habituel. La rentrée, les embouteillages retrouvés, les terrasses qui se vidaient progressivement, les ciels qui commençaient à blanchir l'après-midi. Claire apporta un nouveau livre, cette fois un recueil de nouvelles de Maupassant pour changer de registre, dit-elle, parce que les biographies sont formidables, mais il faut aussi de la fiction, sinon on finit par croire que la vie est toujours aussi bien organisée que dans les livres d'histoire. Antoine sourit, vraiment sans l'avoir voulu, ce sourire bref et involontaire qu'on ne peut pas contrôler parce qu'il échappe avant qu'on ait eu le temps de décider si on voulait l'autoriser. Claire ne dit rien mais vit le sourire. 2 semaines intenses s'organisèrent autour de ces lectures de l'après-midi. Maupassant lisait bien à voix haute les phrases courtes et sèches qui claquaient dans l'air de l'appartement, les personnages mesquins et touchants à la fois, cette façon qu'avait l'auteur de montrer les petitesses humaines, avec une précision chirurgicale et une tendresse paradoxale. Pendant une nouvelle, La Parure, dont Claire lisait le passage final avec une lenteur délibérée, Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, pas à cause de l'histoire, mais à cause de la voix qui la lisait. Il y avait dans cette voix quelque chose de parfaitement honnête, sans performance, sans calcul. Et cette honnêteté-là l'atteignait d'une façon qui n'avait plus rien à voir avec la culpabilité ou la gratitude, ou quoi que ce soit, qu'il aurait pu analyser proprement. Il était amoureux. Il avait évité ce mot pendant des mois avec la rigueur d'un homme qui gère des risques financiers, en ne le nommant pas, en le maintenant hors de la zone des décisions à prendre. Mais Septembre était là. Le recueil de Maupassant était ouvert. Et Claire lisait la dernière ligne de La Parure avec cette légère inflexion dans la voix des fins de phrases qu'il connaissait maintenant par cœur. Et le mot était là, dans sa poitrine, irréfutable. Ce soir-là, après son départ, il s'assit longtemps dans le noir du salon. Pas de simulation cette fois, juste le noir réel, volontaire, comme pour comprendre ce que ça faisait vraiment. Gaston vint s'asseoir contre sa jambe. La rue en bas était calme. Il pensa à ce qu'il avait fait pendant 10 mois.
Pas d'une façon abstraite, morale, distante, mais concrètement, séquence par séquence, chaque matin où elle était arrivée en croyant soigner quelqu'un qui en avait besoin, chaque description du ciel qu'elle avait faite pour lui alors qu'il voyait le même ciel, chaque larme de juin qu'elle avait pleuré à côté de lui en croyant qu'il ne la voyait pas, chaque repas partagé dans une confiance construite sur du faux. Il percevait que quelque chose allait céder. Il ne savait pas encore que ce serait Gaston qui en déciderait. Octobre arriva brusquement, comme il arrive toujours à Paris. Un jour, les arbres du boulevard sont encore verts, et le lendemain, ils sont dorés. Et le surlendemain, les feuilles commencent à tomber sur les trottoirs avec un bruit presque imperceptible que seuls les gens qui marchent lentement entendent vraiment. Le ciel était d'un bleu froid et précis ce mardi matin. Le genre de bleu qui donne envie de rester à l'intérieur avec quelque chose de chaud. Claire était arrivée à l'heure, avait préparé le café et était allée aux toilettes pendant qu'Antoine terminait son deuxième café au salon. Gaston, comme souvent en milieu de matinée, était en état d'exploration, cette phase d'activité féline qui précède la sieste de 3 heures et pendant laquelle il testait les limites physiques de chaque meuble, chaque étagère, chaque surface horizontale jugée insuffisamment visitée. L'étagère haute du salon était une bibliothèque ancienne à 6 niveaux, les 2 premiers accessibles facilement, les 4 suivants qui nécessitaient un escabeau. Sur le dernier niveau, tout en haut, se trouvait un vase en céramique bleue que Claire avait remarqué le premier jour, lourd, beau, légèrement décentré sur la planche, comme si quelqu'un l'avait déplacé un jour et pas tout à fait remis à sa place. Gaston prit son élan depuis le fauteuil, atterrit sur le 5e niveau, avec la précision d'un missile, puis continua vers le 6e, avec l'inconscience joyeuse des créatures qui ne connaissent pas encore les conséquences. Le vase tomba, pas dans un fracas cinématographique, avec le son mou et définitif d'un objet lourd qui heurte un parquet en bois, suivi du craquement de la céramique qui se divise en 3 ou 4 morceaux nets. Claire était dans le couloir du fond, pas encore revenu. Antoine entendit le bruit, se leva de son fauteuil et alla directement vers le coin gauche du salon, calmement, sans hésitation, sans chercher les murs à tâtons, sans ce mouvement préventif des mains que les personnes aveugles utilisent dans les espaces qu'elles connaissent. Il alla droit au vase, se pencha, saisit Gaston avant que le chat ne pose une patte sur les éclats de céramique et se redressa. Tout cela prit environ 6 secondes. Claire était dans l'embrasure du couloir. Elle n'avait pas fait de bruit en revenant. Il ne l'avait pas entendue. Elle était là, immobile, les 2 mains légèrement écartées du corps, et elle regardait. Ils se regardèrent. 6 secondes, peut-être 7, le temps d'une respiration longue ou de plusieurs respirations courtes ou de quelque chose qui ne t'a pas vraiment de mesure en secondes mais qui s'inscrit dans la mémoire avec la précision d'une gravure. Antoine tenait Gaston contre sa poitrine. Gaston ronronnait, indifférent à ce qui venait de se passer dans la pièce. La lumière d'octobre entrait par les fenêtres en biais, dorée et froide à la fois, et éclairait les éclats de céramique bleue sur le parquet et le visage d'Antoine, qui ne regardait pas à côté, pas vers le haut, pas vers ce point fixe calculé depuis 10 mois. Il regardait Claire, directement, avec ses 2 yeux qui voyaient parfaitement. Le visage de Claire ne fit pas ce qu'on aurait pu attendre, pas de cris, pas d'éclat. Quelque chose traversa ses traits avec une vitesse terrible. Une incompréhension d'abord, puis le début d'une compréhension, puis quelque chose qui n'était ni l'un ni l'autre, mais les 2 ensemble et quelque chose en plus, quelque chose de beaucoup plus douloureux que la simple découverte d'un mensonge. Elle prit son manteau sur le fauteuil de l'entrée. Elle prit son sac. Elle ouvrit la porte d'entrée. « Claire !» dit Antoine. Elle ne répondit pas. Elle referma la porte derrière elle avec une douceur qui était pire que claquer. La douceur de quelqu'un qui se contrôle absolument, parce que ne pas se contrôler serait s'effondrer. Et s'effondrer là, dans ce couloir, devant cet homme, était la seule chose qu'elle ne pouvait pas se permettre. Antoine entendit ses pas dans le couloir de l'immeuble. Pas l'ascenseur, les escaliers, 12 étages de descente à pied. Et il comprit qu'elle tremblait, qu'elle descendait parce que l'attente de l'ascenseur était impossible dans l'état où elle se trouvait. Il posa Gaston sur le canapé.
Il alla à la fenêtre du salon et la regarda sortir dans la rue, 3 minutes plus tard, les épaules droites malgré tout, le pas rapide en direction de la station Solferino, disparaissant au coin du boulevard sans se retourner une seule fois. Il l'appela 47 fois cette nuit-là, chaque fois la messagerie. Le silence de Claire dura 2 jours. Pas le silence des gens qui réfléchissent à ce qu'ils vont dire, le silence des gens qui ont besoin de traverser quelque chose seul avant même de savoir ce que c'est. Elle rentra à Montreuil ce mardi soir, en prenant le métro ligne 9 depuis Solferino jusqu'à République, puis le RER A jusqu'à Vincennes, puis la ligne 1 en sens inverse, parce qu'elle avait raté sa station et ne s'en était pas aperçue, les yeux fixés sur le sol du wagon, sans voir le sol du wagon. Elle arriva chez elle à 20 heures passées. Sa mère était dans le salon, regardant sa série habituelle. Yvette leva les yeux, vit le visage de sa fille et éteignit la télévision sans rien demander. Claire posa son sac. Elle s'assit à la table de la cuisine, la même table minuscule de 70 cm, la même chaise dure, la même lumière de plafond légèrement trop blanche. Elle resta là un long moment sans allumer son téléphone, sans manger, sans faire autre chose que regarder la surface de la table et essayer de mettre de l'ordre dans ce que ses pensées refusaient d'organiser. Ce n'était pas de la colère, exactement, ou du moins pas seulement de la colère. C'était quelque chose de plus complexe et de plus douloureux que la colère, qui est une émotion au fond assez simple, directe, orientée, qui sait où elle va. Ce qu'elle ressentait n'allait nulle part de précis. C'était une désorientation profonde, le genre de désorientation qu'on éprouve quand une chose qu'on croyait réelle se révèle construite sur du faux et qu'on ne sait plus, rétrospectivement, ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas, ce qu'on avait vraiment vécu et ce qui n'avait existé que dans sa propre tête. Elle repensa à tous les matins, à la façon dont elle décrivait le ciel, à la biographie de Mandela lue sous la pluie de mars pendant 3 heures, à juin et aux 20 minutes de larmes sur le canapé gris, à l'étagère haute, à Gaston, à cette fraction de seconde où elle avait vu Antoine traverser la pièce, avec la fluidité naturelle de quelqu'un qui voit parfaitement, et quelque chose se contracta dans sa poitrine avec une violence tranquille. Pas de la trahison au sens spectaculaire. Quelque chose de plus subtil et de plus corrosif, le sentiment d'avoir été observé sans le savoir, d'avoir été vu dans ces moments de moindre garde, les yeux rouges de juin, les hésitations, les silences, les petits gestes qu'on ne surveille pas parce qu'on croit que personne ne regarde. D'avoir été, pendant 1 an, le sujet d'un regard qu'elle n'avait pas consenti à avoir sur elle. Elle ne dormit pas beaucoup. Le téléphone vibra jusqu'à 2 heures du matin. Elle avait coupé le son, mais le voyait s'allumer sur la table. Numéro d'Antoine. Encore. Elle ne compta pas. Elle ne décrocha pas. Le mercredi, elle alla travailler à la clinique de Bagnolet, comme d'habitude. Pas parce qu'elle allait bien, mais parce que ne pas y aller aurait exigé d'avoir une explication à donner, et elle n'avait pas d'explication. Elle fit ses 8 heures, avec la précision automatique de quelqu'un qui a appris à fonctionner sous l'anesthésie de la routine. Ses collègues remarquèrent quelque chose. Fatima, aide-soignante depuis 7 ans, lui demanda si elle allait bien avec cette façon directe qu'elle avait de ne jamais prétendre ne pas avoir remarqué. « Ça va », dit Claire. Ce qui signifiait « ne demande pas davantage ». Fatima n'insista pas. Le jeudi matin, elle appela l'agence. Madame Renard décrocha à la 3e sonnerie. Claire dit qu'elle mettait fin à la mission. Pas d'explication détaillée, juste la formulation administrative, avec effet immédiat. Madame Renard eut un silence d'1 seconde, puis dit qu'une proposition de récision amiable avait déjà été transmise par Monsieur Delcourt. « Une offre très généreuse, Madame Bernard, si vous souhaitez… » « Non, » dit Claire. « Merci. » Elle raccrocha. Elle s'assit sur le bord de son lit, Gaston contre sa cheville. Elle l'avait ramené à Montreuil le soir même, dans le même sac de transport bleu, et il avait retrouvé son territoire de 20 cm² sur le canapé avec la sérénité des êtres qui ne comprennent pas pourquoi les humains se compliquent autant la vie. Elle posa une main sur le dos du chat. Elle inspira lentement.
2 semaines passèrent, puis 3. Elle reprit sa routine, la clinique, les horaires longs, les fins de semaine avec les extras, sa mère le soir, les fiches médicales sur la table minuscule du couloir. Paris entra en novembre avec le gris habituel, les feuilles mortes sur les trottoirs, les journées courtes qui tombaient avant 5 heures. Claire traversait ses jours avec le sentiment d'une chose mal terminée, pas d'une plaie ouverte, mais d'une phrase interrompue au milieu, dont la fin demeurait quelque part dans l'air sans pouvoir se poser. Elle pensait à Antoine. Elle ne voulait pas y penser, mais la pensée avait ses propres règles. Elle pensait aux lentilles du mois d'août et à ce qu'il avait dit. C'est simple, c'est la même chose. Elle pensait à sa main sur le dos de Gaston, ce geste infiniment attentionné qu'elle avait vu ce premier jour de janvier. Elle pensait à sa voix en juin. Aujourd'hui, on ne fait rien, vous pouvez juste être là, et à la précision avec laquelle cette phrase avait atteint exactement ce dont elle avait besoin sans qu'elle l'ait demandé. Et puis, elle pensait aux 47 appels d'une seule nuit, et à l'étagère haute, et aux yeux d'Antoine qui la regardèrent directement dans la lumière d'octobre, pas avec la culpabilité de quelqu'un qui se fait prendre, mais avec quelque chose de plus difficile à supporter que ça, avec une franchise absolue, comme si, en cet instant, le mensonge venait enfin de finir, et que ce qu'elle voyait dans ses yeux était ce qu'il y avait eu depuis le début. Non, ce n'était pas de la rage. C'était quelque chose entre la rage et le deuil, entre la trahison et la compréhension, et elle ne savait pas encore comment traverser ça. Un mardi de novembre, 22 jours après le vase brisé, elle termina son service à 18 heures et sortit par l'entrée latérale de la clinique, celle qui donnait sur la cour intérieure, un carré de béton avec 2 arbres plantés dans des bacs orange décolorés par les hivers successifs. Elle boutonnait son manteau dans le froid quand elle leva les yeux. Antoine était dans la salle d'attente de la réception principale, visible à travers la vitre, assis sur une chaise en plastique beige, le dos droit, sans manteau sur les genoux, ni livre, ni téléphone. Juste là, attendant, avec la patience de quelqu'un qui avait décidé d'attendre le temps qu'il faudrait. Il n'avait pas de chauffeur, pas d'intermédiaire. Il était venu seul, en voiture, et s'était assis sur une chaise en plastique d'une clinique de banlieue comme n'importe qui. Claire s'arrêta. Elle regarda à travers la vitre pendant un long moment. Une partie d'elle voulut faire demi-tour, reprendre la cour, sortir par l'autre porte. Elle ne le fit pas. Pas par faiblesse, mais parce qu'elle savait que fuir une deuxième fois ne l'amènerait nulle part de nouveau, et qu'elle en avait assez des choses inachevées. Elle entra par la réception principale. Il la vit arriver, bien sûr, il la vit, il voyait parfaitement, et se leva. Il avait les traits tirés d'une façon qu'elle ne lui avait jamais vue, pas même dans les premiers mois difficiles après l'accident. Des semaines de quelque chose de lourd, visible sur le visage d'un homme qui n'avait pas l'habitude de laisser le poids des choses se lire sur lui. Elle s'arrêta au milieu du couloir, les bras croisés, pas d'agressivité dans la posture, juste la structure nécessaire pour tenir debout dans ce moment. « Vous n'avez pas le droit d'être ici », dit-elle. Sa voix était ferme et basse, sans tremblement, sans éclat. Vous m'avez laissé croire à un mensonge pendant 1 an entier. Antoine ne chercha pas à s'avancer. Il resta à 2 mètres d'elle, les mains le long du corps, et ne tenta pas ce que la plupart des gens auraient tenté. L'explication immédiate, la justification, les mots empilés les uns sur les autres pour occuper l'espace avant que la vérité ne s'y installe. « Je sais, dit-il, il n'y a pas d'excuses qui tiennent. » Elle attendit. Il continua, pas plus fort, pas plus vite. « Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai vu pendant cette année, et je ne parle pas de la vision. » Une infirmière passa dans le couloir derrière Claire, jeta un regard discret, continua son chemin. La réception était presque vide à cette heure. La lumière des néons au-dessus d'eux était blanche et froide, sans aucune des nuances dorées de l'appartement de la rue de Grenelle. J'ai vu quelqu'un arriver chaque matin avec de la fatigue dans le corps et de la présence dans les gestes, dit Antoine. J'ai vu quelqu'un prier à voix basse en pensant que je dormais. J'ai vu quelqu'un manger moins que prévu pour qu'il reste davantage pour l'autre dans la boîte. Sa voix ne cherchait pas à émouvoir. Elle cherchait seulement à être exacte, et c'était pour cette raison qu'elle atteignait. J'ai vu une personne qui n'a jamais exigé d'être vue en échange.
Les bras de Claire se resserrèrent légèrement sur sa poitrine. Elle sentait quelque chose monter, pas de la colère cette fois, quelque chose de plus douloureux que ça, une douleur qui venait de l'endroit précis, où on est touché, malgré soi. « Ça ne me rend pas l'année que j'ai passée à croire que j'aidais vraiment quelqu'un », dit-elle. Sa voix fléchit légèrement sur la fin de la phrase, juste là, sur « vraiment ». Vous m'avez pris quelque chose en faisant ça, pas du temps, pas de l'argent. Vous m'avez pris la vérité de ce que je croyais vivre. Il n'y eut pas de tentative de contredire ça. Il baissa légèrement la tête. Vous aidiez quelqu'un de vrai, dit-il. Vous m'aidiez à devenir quelqu'un qui mérite d'être honnête. Le couloir était silencieux. Quelque part dans la clinique, un téléphone sonnait, puis s'arrêtait. Le froid du dehors entrait par les joints de la porte vitrée. Claire ne bougea pas pendant un long moment. Elle le regardait avec une intensité qui n'était pas de la douceur, mais qui n'était plus de la fermeture non plus. Quelque chose entre les deux, quelque chose qui cherchait encore où se poser. « J'aurais besoin de temps », dit-elle enfin. Sa voix était différente maintenant, plus petite, plus réelle, dépouillée de la structure de protection qu'elle maintenait depuis le début de la conversation. « Prenez tout le temps qu'il vous faut », dit Antoine. La primera vez, depuis 22 jours, quelque chose se dénoua imperceptiblement dans la poitrine de Claire. Pas la résolution. Rien n'était résolu. Pas le pardon. C'était beaucoup trop tôt pour ça. Et elle ne fonctionnait pas par décrets émotionnels. Simplement la fin de quelque chose de figé, le début d'un mouvement, même lent, même incertain. Elle sortit de la clinique par la porte principale. Elle ne regarda pas derrière elle, mais cette fois, en marchant vers l'arrêt de bus, elle n'était pas en train de fuir. Le temps que Claire avait demandé dura 6 semaines. Pas 6 semaines de silence total, mais 6 semaines de lenteur délibérée, de construction par petites surfaces, de 2 personnes qui apprenaient à se regarder sans les rôles que l'année précédente avait assignés à chacun. Antoine ne pressa pas, il n'envoya pas de messages quotidiens, ne fit pas de gestes démonstratifs, ne chercha pas à accélérer par l'abondance ce qui ne pouvait avancer qu'à son propre rythme. Il attendit que ce soit elle qui décide de la prochaine étape, et quand elle le fit, il accepta les conditions qu'elle posa sans négocier. La première condition fut le lieu. Elle choisit une boulangerie à Vincennes, pas dans le 7e, pas dans un quartier qui lui appartenait à lui, pas dans un endroit où le décor parlerait à sa place. Une boulangerie simple sur l'avenue de Paris, avec des tables en formica brun, des chaises dépareillées, une vitrine de viennoiserie et l'odeur du café qui avait imprégné les murs depuis des décennies. Elle y allait le samedi matin depuis 3 ans. C'était son territoire, pas le sien, et elle avait besoin que ce soit ainsi. Antoine arriva 5 minutes en avance et s'assit à une table du fond. Il portait un manteau sombre, pas de costume, l'air de quelqu'un qui avait fait un effort précis pour ne pas avoir l'air d'avoir fait un effort. Quand Claire entra, il se leva. Pas avec l'emphase d'une grande scène, juste debout, comme on se lève quand quelqu'un arrive. Elle s'assit en face de lui. La patronne, une femme d'une 50aine d'années avec un tablier vert, s'approcha avec 2 menus plastifiés qu'elle posa sans cérémonie. « Bonjour, Claire. » Elle ne dit pas bonjour à Antoine. Il n'était pas encore quelqu'un qu'elle connaissait. Ils commandèrent 2 cafés et 2 croissants. Il y eut un silence d'1 minute peut-être, pendant lequel ni l'un ni l'autre ne chercha à le remplir. C'était déjà différent de ce que Claire avait craint. Elle avait anticipé quelque chose de tendu, de chargé, d'électrique dans le mauvais sens. Ce qu'elle trouva en face d'elle était simplement un homme qui la regardait sans demander ce qu'il n'avait pas le droit de demander. « Je ne sais pas encore comment appeler ce qu'on fait là, » dit-elle en fin de compte, les 2 mains autour de sa tasse. « On prend un café, » dit Antoine. « C'est suffisant pour commencer. » Elle le regarda une seconde. « Vous êtes différent quand vous n'avez pas à feindre d'être aveugle. » Il ne sourit pas. C'était trop tôt pour sourire de ça. « Oui. » « Comment ?» demanda-t-elle. Pas comme une accusation, comme une vraie question. Il réfléchit avant de répondre ce qu'elle nota. Il ne répondait pas vite pour meubler, il cherchait l'exactitude. « Moins de contrôle sur la façon dont je vous regarde. »
dit-il. Pendant 1 an, j'ai appris à regarder sans regarder. Maintenant, je ne sais plus vraiment comment faire semblant de ne pas voir ce que je vois. Le café arriva. Claire prit une gorgée lente. Par la vitrine, la rue de Vincennes était animée du samedi matin. Les courses, les poussettes, un groupe de jeunes devant la pharmacie, 2 personnes âgées qui marchaient côte à côte avec la synchronie de quelqu'un qui a eu 40 ans pour apprendre le rythme de l'autre. « Qu'est-ce que vous voyez ?» dit Claire. Ce n'était pas exactement une question. Antoine prit son temps. Quelqu'un qui a passé 10 ans à s'occuper de la vie des autres avec une précision que la plupart des gens ne mettent même pas dans leur propre vie. Une pause. Quelqu'un qui décrit le ciel comme si les mots pouvaient compenser l'absence de lumière. Encore une pause plus courte. Quelqu'un dont je n'aurais jamais connu l'existence si je n'avais pas prétendu ne pas voir. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle rompit son croissant en 2 avec les doigts, un geste mécanique de quelqu'un qui a besoin de faire quelque chose pendant que les mots se posent. Puis elle dit, sans le regarder, « Ce que vous décrivez, c'est quelqu'un que vous avez observé sans qu'elle le sache. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un que vous connaissez. »« Je sais, » dit-il. « C'est pour ça que je suis là maintenant. » C'était honnête, c'était exactement ce que c'était. Pas une déclaration, pas une promesse, pas une demande de pardon reformulée en quelque chose de plus élégant. Juste la reconnaissance de ce qui manquait et la proposition de commencer à le construire. Claire leva les yeux vers lui. Pour la première fois depuis le mardi d'octobre, elle le regarda vraiment, sans la médiation de la colère ou du choc ou de la distance de protection qu'elle avait maintenue depuis. Elle vit un homme de 42 ans avec des cernes prononcées et une façon de tenir sa tasse de café qui trahissait quelque chose de moins assuré que ce que le reste de sa posture aurait voulu suggérer. Pas de la pitié. Quelque chose de plus difficile à définir. Une forme de reconnaissance peut-être. La reconnaissance de quelqu'un qui a vu quelqu'un d'autre à nu, même sans en avoir eu le droit, et qui n'a pas utilisé ce qu'il a vu pour faire du mal. On peut recommencer par là, dit-elle enfin, par se connaître vraiment, sans rôle. Oui, dit Antoine, ça prendra le temps que ça prendra. Je sais. Et si à un moment je décide que ce n'est pas possible, vous acceptez ça. Oui, dit-il, sans hésitation. Elle finit son café. Elle n'avait pas encore pardonné. Elle n'était pas sûre que le pardon fonctionne comme un interrupteur qu'on actionne une fois pour toutes, et elle n'avait pas envie de prétendre que c'était le cas. Mais quelque chose s'était ouvert ce matin, dans une boulangerie de Vincennes, avec des chaises dépareillées et une patronne qui ne connaissait pas encore l'homme assis en face d'elle. Et cette ouverture, aussi étroite qu'elle soit, était réelle. Les samedis suivants devinrent une structure. Pas tous les samedis, toutes les 2 semaines, parfois 3, selon le rythme que Claire imposait tacitement et qu'Antoine respectait explicitement. Ils parlaient dans cette boulangerie, puis progressivement dehors, le long des allées du bois de Vincennes, qui était à quelques minutes à pied, avec les arbres de novembre qui perdaient leurs dernières feuilles sur les allées de gravier. Elle lui parlait de sa mère, de la clinique, des patients, pas des dossiers médicaux, des gens, de ce qu'ils étaient au-delà de leurs symptômes. Il l'écoutait avec cette qualité d'attention qu'elle connaissait déjà, mais qui, maintenant qu'elle savait qu'il voyait, prenait une densité différente. Et lui parlait peu à peu de choses qu'il n'avait pas eu l'habitude de mettre en mots. Delcourt Capital, la défense, les 310 millions d'euros. Elle avait appris ça par une recherche Internet rapide après la scène d'octobre, et ça avait ajouté une couche à la désorientation de savoir que l'homme qu'elle avait soigné était cette chose-là dans le monde. Il lui en parla sans en faire une démonstration, comme un contexte, pas comme une identité. « J'ai construit quelque chose d'efficace », dit-il un samedi de décembre, les mains dans les poches de son manteau, les pieds dans les feuilles mortes. Pas quelque chose d'habité. Je ne savais pas faire la différence avant. « Et maintenant ?» demanda Claire. « Maintenant je sais ce que ça fait d'habiter quelque chose, » dit-il. Même si c'était construit sur du faux au départ. Elle s'arrêta de marcher. Il s'arrêta aussi. Ils étaient au bord d'un des petits lacs du bois, l'eau grise et calme, des canards immobiles sur la surface, le bruit lointain de la ville complètement absent,
de ce côté-là des arbres. Ce qui était construit sur du vrai, dit-elle avec soin, c'est ce que vous avez vu, pas le cadre dans lequel vous l'avez vu. Il la regarda, sans détour, sans calcul, avec cette franchise directe qu'il avait depuis qu'il n'avait plus à simuler quoi que ce soit. Oui. Alors on garde ce qui était vrai, dit-elle, et on construit le reste différemment. Ce fut le moment. Pas spectaculaire, pas souligné, pas accompagné de la mécanique des grands dénouements. Juste deux personnes au bord d'un lac en décembre, les mains dans leurs poches respectives, qui décidaient ensemble que quelque chose méritait d'être construit. Janvier arriva. Antoine fit quelque chose que personne dans son entourage ne comprit immédiatement. Il résilia le bail de l'appartement de la rue de Grenelle et signa un nouveau contrat pour un appartement de 90 mètres carrés à Montreuil, à 15 minutes à pied de chez Claire, pas comme symbole, pas pour faire une démonstration, simplement parce qu'il avait compris, pendant ces mois, que la distance entre son monde et celui de Claire n'était pas géographique, mais qu'elle se nourrissait de tout ce qui rendait leur contexte artificiellement incompatible, et que cette distance, il pouvait choisir de la réduire concrètement. Son assistante, Léa, qui travaillait avec lui depuis 5 ans, lui demanda sans détour si tout allait bien. « Vous déménagez à Montreuil », dit-elle, avec le ton de quelqu'un qui dit en réalité « Je voudrais comprendre ». « Delcourt Capitale reste à la Défense », dit-il. « Mais moi, je peux habiter où je veux. » Léa le regarda un moment. Puis elle dit « D'accord, je mets à jour l'adresse dans le système. » L'appartement de Montreuil était au 3e étage d'un immeuble des années 80, façade en briques claires, une vue sur un jardin partagé au-dessous et les toits plats de la banlieue est à l'horizon. Il n'avait pas les lustres de cristal de la rue de Grenelle, ni le parquet de chêne, ni la silhouette de la tour Eiffel entre les fenêtres. Il avait des murs blancs légèrement irréguliers, un parquet stratifié qui craquait près de la cuisine, des radiateurs d'époque qui faisaient un bruit de cliquetis la nuit. Antoine s'y installa avec le peu de choses qu'il avait décidé de garder. Des livres, quelques affaires, la cocotte en fond orange récupérée dans la maison de ses parents à Tours, lors d'un aller-retour qu'il fit un samedi de janvier, seul, le premier depuis l'enterrement de son père. Il rentra le soir avec la cocotte sur le siège passager et quelque chose de dénoué dans la poitrine, une légèreté qui tenait autant au voyage qu'à la décision qu'il avait prise de le faire. Claire apprit l'existence de l'appartement de Montreuil un dimanche, par Antoine lui-même, assis à la table habituelle de la boulangerie de Vincennes. Il lui dit simplement où il habitait maintenant. Elle ne dit rien pendant un moment. Puis, pourquoi ? Parce que le 7e arrondissement n'était pas ma vie, dit-il. C'était une adresse. Elle prit son café. Elle regarda par la vitrine. Vous avez une cocotte en fonte ? Il sourit, vraiment cette fois sans chercher à le retenir. Orange, avec un couvercle qui penche légèrement. Ma mère a la même, dit Claire, en rouge. C'était une coïncidence minuscule et sans importance. Et pourtant quelque chose dans cet échange fit monter quelque chose de doux et de presque douloureux dans la gorge de Claire, cette façon qu'ont les petites coïncidences d'être parfois plus éloquentes que les grandes déclarations, de dire ce qu'aucun discours n'aurait pu dire avec la même précision. Février apporta une proposition. Antoine avait travaillé depuis des semaines sur quelque chose en silence, avec Léa et avec la direction de la clinique de Bagnolet, et il en parla à Claire un samedi après-midi au bord du lac, directement, sans préambule, parce qu'il avait appris qu'avec elle, les préambules étaient une façon de ne pas dire ce qu'on avait à dire. « Je veux financer un programme de formation et de valorisation des aides-soignants à domicile, dit-il, en partenariat avec la clinique, pas comme philanthropie. Comme structure, avec des salaires décents, des formations continues, une reconnaissance légale du travail qui est fait. » Il marqua une pause. « Je voudrais que tu en sois la coordinatrice, pas pour moi, parce que tu es la seule personne que je connaisse qui comprend ce travail de l'intérieur et qui a la rigueur pour le structurer. » Claire l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle ne répondit pas immédiatement. Elle regardait le lac.
Un canard traversait lentement l'eau grise, laissant derrière lui un sillage en V parfait qui s'élargissait puis disparaissait. « Si j'accepte, dit-elle enfin, c'est parce que c'est utile, pas parce que c'est toi qui proposes. Je sais, dit-il, c'est pour ça que je te le propose. » Elle hocha légèrement la tête, une acceptation qui n'était pas encore dite, mais qui était déjà là, dans ce mouvement minimal de quelqu'un qui vient de décider quelque chose d'important. Pella Primeravée depuis très longtemps, Claire sentit que quelque chose dans sa vie avançait dans une direction qu'elle avait choisie, pas subie, pas organisée par la nécessité ou par l'urgence, mais choisie, avec la pleine conscience de ce qu'elle choisissait et de pourquoi. Le programme se construisit sur plusieurs mois, avec la lenteur rigoureuse des choses bien faites. Claire travailla avec la direction de la clinique de Bagnolet d'abord. Des réunions le mardi soir après son service, un bloc-notes rempli de sa petite écriture serrée, des heures passées à cartographier ce qui manquait structurellement dans le secteur du soin à domicile. Elle connaissait les manques par le corps, par les années, par les conversations de pause café avec Fatima et les autres, par toutes ces petites humiliations invisibles que subissent les gens dont le travail consiste à rendre la vie des autres possible sans que personne ne les voie vraiment. Elle les connaissait de l'intérieur, et c'est précisément pour cette raison qu'elle était la bonne personne pour les nommer. Antoine finançait. Il ne pilotait pas. Il avait compris, sans qu'elle ait eu besoin de le dire explicitement, que son rôle dans ce programme était d'en permettre l'existence, pas d'en orienter le contenu. Léa gérait les aspects administratifs et contractuels, traduisant les décisions de Claire en documents juridiques, en conventions, en lignes budgétaires. Il y eut des négociations avec l'Agence régionale de santé, des allers-retours avec les partenaires syndicaux, des ajustements constants. Claire naviguait dans tout ça avec une clarté tranquille, qui impressionnait les gens qui la rencontraient pour la première fois dans ces réunions. Ils s'attendaient à une coordinatrice. Ils trouvaient quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle voulait et pourquoi elle le voulait. Yvette, la mère de Claire, rencontra Antoine pour la première fois en mars. Ce fut accidentel dans la forme, un dimanche après-midi où Claire avait invité Antoine à prendre le café à Montreuil, sa mère présente sur le canapé avec Gaston sur les genoux, regardant une émission de jardinage. Yvette le regarda entrer dans le studio avec cette façon particulière des mères de regarder les hommes qui ont compté dans la vie de leur fille. Pas hostile, pas accueillante encore, mais attentive avec une précision que rien n'échappe. Antoine lui dit bonjour, simplement, s'assit sur la chaise que Claire avait approchée de la table basse et passa 1 heure à écouter Yvette parler de son jardin d'avant. Un jardin qu'elle avait eu dans la Creuse, avant Paris, avant le déménagement, avant les années difficiles. Il posait des questions, des vraies questions, pas des questions de politesse. Il voulait savoir comment elle taillait les rosiers, quelle variété elle préférait, si elle avait déjà essayé les glycines sur un mur exposé à l'ouest. Quand il repartit, Yvette dit à Claire, sans lever les yeux de son émission, « Il écoute bien ». C'était le compliment le plus élevé qu'Yvette Bernard ait jamais attribué à quelqu'un en dehors de sa famille. Claire le sut et ne dit rien, mais quelque chose se réchauffa doucement dans sa poitrine. Le printemps revint sur Paris avec les marronniers en fleurs sur les boulevards et les terrasses qui réapparaissaient progressivement. Et avec lui, quelque chose changea imperceptiblement dans la façon dont Claire et Antoine habitaient leur proximité. Pas un basculement, pas un événement, simplement l'accumulation progressive de temps partagé, de conversations qui allaient plus loin, de silences qui n'avaient plus besoin d'être justifiés. Elle l'appelait parfois le soir, pas pour une raison précise, pour raconter quelque chose qui s'était passé à la clinique. Une petite chose drôle ou étrange ou touchante. Il répondait toujours. Il racontait aussi, peu à peu, les décisions de la journée à la Défense, les problèmes de gestion qu'il avait autrefois résolus seul dans un bureau du 18e étage et qu'il lui soumettait maintenant, non pas pour qu'elle les résolve, mais parce qu'en les disant à voix haute, ils prenaient une forme plus claire.
Un soir d'avril, elle lui dit au téléphone qu'elle avait pensé à lui pendant une lecture, une nouvelle de Tchekhov cette fois, qu'elle avait reprise sur sa propre étagère. Il y a un personnage qui passe toute l'histoire à observer les autres sans jamais participer, dit-elle. Et à la fin, on comprend que ce n'était pas de la distance, c'était de la peur. Il y eut un silence sur la ligne. « Je sais ce que tu veux me dire, » dit Antoine. « Je ne veux rien te dire, » dit Claire. « Je te raconte juste ce que j'ai lu. » Mais ils savaient tous les deux ce que la phrase contenait. Et aucun des deux n'avait besoin de le rendre plus explicite pour que ce soit vrai. C'était ainsi qu'il fonctionnait maintenant. Par couches, par approximations successives, par la confiance lente de deux personnes qui ont appris l'une par l'autre que la précipitation abîme les choses fragiles. En mai, le programme de coordination des aides-soignants reçut sa première validation officielle. 32 professionnels intégrés dans la première phase, auxiliaires de vie, aides à domicile, accompagnant des personnes handicapées, avec des contrats revus, des formations planifiées, une grille salariale qui reconnaissait enfin les années d'expérience que le système avait jusqu'ici refusé de rémunérer correctement. Claire présenta les résultats de la première phase lors d'une réunion à la clinique un mardi soir, devant le directeur, les représentants syndicaux, une personne de l'ARS. Elle parla pendant 40 minutes sans notes, avec la clarté de quelqu'un qui n'a pas besoin de notes parce qu'elle parle de quelque chose qu'elle porte en elle depuis des années. Antoine n'était pas dans la salle. Il avait proposé de venir. Elle avait dit que ce n'était pas nécessaire, que le programme devait exister dans son propre droit, pas dans l'ombre de qui le finançait. Il avait accepté sans discuter. Ce soir-là, elle l'appela depuis le parking de la clinique, dans le froid tardif de mai. « Ça s'est bien passé, » dit-elle. « Je sais, » dit-il. « Je n'en avais aucun doute. »« Comment tu pouvais savoir ?»« Parce que c'est toi qui le portais. » Elle resta silencieuse un moment sur le parking vide. Un bus passa au loin sur l'avenue. Quelque part dans la clinique derrière elle, une fenêtre s'allumait. Elle avait les joues froides et quelque chose dans la poitrine qui ressemblait à de la plénitude. Pas de la fierté exactement, quelque chose de plus tranquille que ça, quelque chose qui n'avait pas besoin d'être reconnu par d'autres pour exister. « Antoine, » dit-elle. « Oui. » Merci d'avoir attendu. Il n'y eut pas de réponse immédiate. Puis, simplement, « Merci d'être revenu. » L'été passa avec cette douceur particulière des étés où les choses ont trouvé leur rythme. Ils se voyaient 2 ou 3 fois par semaine. La boulangerie de Vincennes le samedi matin, des promenades dans le bois ou le long du canal de l'Ourcq. Parfois un repas préparé chez l'un ou l'autre. Antoine, qui avait redécouvert la cocotte orange de Tours avec une curiosité de débutant, et Claire qui lui enseignait les proportions avec la patience de quelqu'un pour qui cuisiner était depuis toujours une façon de prendre soin. Gaston passait d'un appartement à l'autre avec la sérénité d'un diplomate habitué aux 2 territoires. Il n'y eut pas de déclaration solennelle, pas de scène d'amour filmique, pas de moment conçu pour être raconté ensuite. Il y eut simplement un soir de juillet où Claire était assise sur le canapé de l'appartement de Montreuil d'Antoine, son canapé à lui, dans son appartement à lui, à 15 minutes du sien, avec un livre ouvert sur les genoux qu'elle ne lisait plus vraiment, et Antoine à côté d'elle qui regardait par la fenêtre ouverte sur le jardin partagé en bas, et Gaston endormi entre eux comme depuis le début, et la ville qui faisait son bruit de ville à travers la fenêtre, et aucun des deux ne voulait bouger. « Tu restes dîner ?» demanda Antoine sans se retourner. « J'ai rien prévu d'autre, » dit Claire. Il se leva pour aller à la cuisine. Elle entendit le bruit de la cocotte orange sur le feu, le son de l'eau qui coulait, le cliquetis des couvercles. Elle posa son livre. Elle regarda le plafond de cet appartement qui craquait la nuit et qui avait des murs légèrement irréguliers et une vue sur les toits plats de la banlieue est. Et elle pensa que cet endroit ressemblait davantage à une vie que n'importe quel appartement de 180 mètres carrés avec vue sur la tour Eiffel. Non, Héraduluche, c'était de la présence, c'était quelqu'un qui préparait des lentilles dans une cocotte orange dans la pièce d'à côté en sachant qu'elle était là.
C'était tellement simple que ça en était presque difficile à accepter. Cette façon qu'ont les choses vraies d'être si ordinaires qu'on ne les reconnaît pas toujours immédiatement comme ce qu'elles sont. 1 an et 2 mois après le mardi d'octobre, après le vase brisé, les 47 appels sans réponse, les escaliers descendus en tremblant, le couloir de la clinique de Bagnolet un soir de novembre avec des néons blancs et des chaises en plastique, ils étaient assis sur un banc du parc des Buttes-Chaumont un dimanche matin. Le ciel était haut et clair, ce bleu léger de fin d'été qui tient encore quelques semaines avant que l'automne reprenne ses droits. Des familles traversaient les allées, des enfants couraient autour du lac, un couple de personnes âgées marchait lentement bras dessus bras dessous avec la synchronie des longues années. Claire regardait devant elle. Gaston était resté à Montreuil. Il avait ses habitudes du dimanche matin et n'aimait pas particulièrement les parcs depuis un incident avec un labrador dont on ne parlait plus. Yvette avait appelé ce matin pour dire qu'elle avait commandé des graines de glycine par Internet et qu'Antoine avait eu raison. Un mur exposé à l'ouest, c'était parfait pour ça. « Tu m'as vu pendant 1 an entier, » dit Claire en regardant le lac, « avant que je commence à me voir moi-même. » Antoine la regarda, directement, sans détour, avec ses yeux qui voyaient parfaitement et qui n'avaient plus jamais à prétendre le contraire. Ce que j'ai vu ne m'a jamais laissé le moindre doute. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle laissa les mots se poser avec le soin de quelqu'un qui sait recevoir les choses importantes sans les précipiter. Puis elle posa sa main sur le banc, à côté de la sienne. Pas dessus, juste à côté. Ce geste minimal et complet de quelqu'un qui choisit d'être là. Et là, dans ce parc des Buttes-Chaumont un dimanche matin, avec le bruit des enfants et les canards sur le lac et l'odeur de l'herbe humide encore fraîche, Claire comprit que la vraie richesse n'avait pas de superficie en mètres carrés ni d'adresse dans un arrondissement particulier. Ce n'était pas un salaire, ce n'était pas une reconnaissance officielle, ce n'était pas la certitude que les choses n'allaient plus jamais mal tourner. C'était ça, exactement ça. Quelqu'un à côté de soi sur un banc ordinaire, dans un parc ordinaire, un matin ordinaire, qui vous avait vu quand vous ne vous voyiez pas encore vous-même, et qui avait choisi de rester. C'était tout. C'était suffisant. C'était, pour la première fois de sa vie, exactement assez.